Bonsoir à tous. Un démarchage un peu particulier a mis la puce à l'oreille d'une téléspectatrice et mis les pompiers très en colère. Vous saurez tout dans quelques minutes. Il a un goût subtil, se déclinant sucré ou salé. Le tofu a un sacré potentiel. Vous saurez tout sur le tofu. Assurer un approvisionnement de soja adapté aux conditions suisses, c'est le travail de bénédictins, de chercheurs de l'agroscope. En Chine et au Japon, c'est un peu le pain quotidien. Le tofu est un aliment qu'on peut surnommer aliment caméléon, vous allez comprendre pourquoi. Et ne vous arrêtez surtout pas à sa fadeur, c'est au contraire une qualité. Si le tofu est au menu d'À bon entendeur ce soir, c'est pour vous faire découvrir comment il se fabrique. Cette excellente source de protéines est non seulement au cœur d'une philosophie culinaire chinoise étonnante, le tofu a aussi conquis sa place dans les rayons des supermarchés et les cartes des grands chefs. Tofu, tofu. Tofu. Je dis tofu d'habitude. Ça, c'est le tofu en soie. En chinois, on dit juan tofu. Donc il est très onctueux comme un flan. Il a une texture assez grumeleuse et il est ferme. Il est très blanc, on dirait presque du fromage frais. Petit goût de légumineuse quand même. Là, on sent bien le côté aqueux. C'est pas salé, c'est pas sucré, ça fait très nature. Les trois sont bons, mais différents, à l'aspect et au goût. Et oui, le tofu peut avoir des textures et des goûts différents. Et c'est vraiment une bonne alternative à la viande, comme nous l'a confirmé cette professionnelle de la diététique. Le tofu, c'est un aliment qui est pauvre en graisse, avec moins de 5% de matière grasse. C'est des graisses de bonne qualité. Et puis, c'est aussi un bon pourvoyeur de protéines. C'est des protéines de bonne qualité. Il faudrait l'associer néanmoins avec des céréales afin que tous les acides aminés essentiels soient présents dans le repas. Ces protéines végétales qui font la valeur du tofu, elles viennent des graines de soja jaune, l'ingrédient de base du tofu. Nous sommes à Genève, chez un fabricant de tofu. Ces graines ont trempé dans de l'eau pendant quelques heures avant d'entrer en production. Première étape, elles passent dans cette machine où elles sont broyées par un moulin en pierre de lave. On les met à tremper parce qu'elles arrivent déshydratées et il faut les réhydrater pour qu'au niveau du broyage, on obtienne une purée qui soit d'une qualité satisfaisante pour la fabrication de tofu. Lorsqu'elles sont trempées, elles doublent de volume. La purée est ensuite transvasée à côté dans une sorte de grande cocotte minute. Là, elle subit une pression de 16 bars et elle est chauffée à plus de 100 degrés. Cette cuisson à pression permet de séparer la partie fibreuse de la graine du lait de soja. Un petit peu comme quand on presse une olive, on essaie d'extraire l'huile de l'olive et on a l'huile d'olive d'un côté et la tapenade de l'autre. Lorsqu'on porte la graine de soja en cuisson avec cette méthode de travail, on a d'un côté la fibre de soja et de l'autre côté le lait de soja qui va s'en extraire. La fibre de soja finira revendue comme carburant pour la production de biogaz. Et c'est avec le lait de soja que se poursuit le processus. Du lait, une toile et ses gestes d'essorage. Voilà qui rappelle la fabrication du fromage. Et ce n'est pas si étrange que ça. Le tofu est aussi appelé fromage de soja parce que le lait de soja subit le même traitement que le lait de vache. Et c'est un maître fromager qui est aux commandes. Ce lait de soja, on va le faire cailler en ajoutant du nigari, c'est-à-dire du chlorure de magnésium. Dernière étape, le pressage pour éliminer une partie de l'humidité et obtenir des pavés de tofu plus ou moins fermes. C'est à la fin des années 70 que cette entreprise a été créée et qu'elle a commencé à fabriquer du tofu dans les règles de l'art. À l'époque, ils étaient un peu perçus comme des extraterrestres parce qu'en 1979, parler de tofu, les Européens ignoraient totalement de quoi il s'agissait.
Aujourd'hui, on fabrique ici 100 à 150 tonnes de tofu bio par année avec des graines de soja suisses et françaises. Une production vendue à des clients aussi divers que des groupes de restauration collective, des écoles, des hôpitaux et aussi à des magasins de détail. On sent qu'il y a un début d'engouement pour ce produit. Les gens sont très curieux de savoir comment est-ce qu'il se fabrique. Nous, on s'attelle à essayer de faire des sortes de tofu différentes pour que justement les consommateurs puissent apprivoiser ce produit, apprendre à le cuisiner, apprendre à le déguster. C'est vrai que face à ces blocs blancs, nombreux sont ceux qui ne savent pas très bien qu'en faire, et cela même parmi les professionnels. On les aide de deux façons. La première, c'est qu'on propose des formations à ces chefs. Et la deuxième façon qu'on a de les aider, c'est de leur proposer aussi des produits prêts à cuire. Par exemple, des tofu burgers ou des brochettes de tofu. Ce qui permet de préparer le tofu sans avoir ce travail de manutention face auquel souvent ils peuvent être perdus. Tofu au piment, au curry, aux légumes, aux olives, les déclinaisons sont quasi infinies. L'avantage du tofu, c'est que c'est une vraie éponge à saveur. Donc c'est vrai que quand on fabrique un tofu basilic, par exemple, la saveur du basilic va s'infuser à l'intérieur du produit une fois qu'il est emballé. Si bien quand le consommateur va le déguster, ça aura vraiment un mélange de goût de tofu et de basilic. Parce que le tofu, à la base, c'est neutre, c'est volontairement neutre, justement pour permettre au consommateur de l'apprêter en version salée ou sucrée. Ces tofu aromatisés, on en retrouve dans les assiettes du restaurant du Jorat à Mézières, car ils ont inspiré le chef Pascal Gauthier, présent ce jour-là dans l'usine pour nous présenter ses créations. J'ai pu visiter cette usine de A à Z et comprendre la production, qui fait que ça m'a ouvert des perspectives pour les créativités des assiettes. Et puis qui m'a fait connaître le tofu sous un nouvel angle, chose que je voyais plutôt comme une pâte blanche un peu gommeuse. Un a priori face au tofu qu'il a aussi observé chez ses clients. Mais le tofu, c'est quelque chose où se disent, voilà, c'est le régime, je suis à moitié mort, alors que c'est tout à fait vital, quoi. J'ai découvert tout ça, attention, hein, parce que j'ai fait partie des gens qui n'aimaient pas le tofu. Faut être honnête aussi. Avec quelques astuces, Pascal Gauthier a introduit des plats au tofu dans son menu gastronomique. Par exemple, cette tomate confite fourrée à la mozzarella végétale et accompagnée d'une émulsion de lait de soja au basilic. Je dis plus le mot tofu à mes clients, mais je passe par le mot végétal. Et puis j'ai joué avec une cuisine un peu trompe-l'œil comme ça. J'ai un peu sur le fil du rasoir, mais ça fonctionne. Et on finit avec la dernière création du chef, une crêpe à base de tofu et de lait de soja, accompagnée d'une mousse de chocolat au tofu et à l'orange. Des tomates confites. Alors si cette recette vous a mis l'eau à la bouche, n'hésitez pas à l'essayer. Vous la retrouverez sur notre site internet. Alors ça, c'était le tofu version occidentale, qui en est assez balbutiement comparé à toutes les manières asiatiques de l'apprêter. Notre équipe Sophie Lagrange et Jacqueline Dubuis va vous faire découvrir maintenant toutes les facettes de ce fromage qui n'en est pas un. La symbolique est importante dans cet art culinaire sophistiqué. Nous sommes à Vevey et du tofu, il y en a au menu de ce restaurant chinois. C'est que Lisa, la propriétaire, comme la plupart des Asiatiques, adore le tofu. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Le tofu, il a un goût subtil. Pour moi, c'est l'avantage d'utiliser le tofu pour faire énormément de plats différents parce qu'il prend tous les saveurs. On utilise dans notre vie quotidienne. Depuis longtemps, quand on était tout petit, nos parents ou grands-parents nous disent toujours, comme un proverbe en chinois, on dit « Qing cai doufu bao ping an ». Ça veut dire le bok choy et le tofu vous gardent toujours en bonne santé. Et pour illustrer ce proverbe, Lisa prépare devant nous la soupe dite aux deux jades. Le tofu blanc pour symboliser le jade blanc et les feuilles de pak choy pour le jade vert. Visuellement, on prépare le repas toujours en pensant les couleurs. J'ai mis le jambon, pas seulement pour les couleurs, c'est aussi pour les enfants, ils adorent un peu de la viande. À la maison, je fais beaucoup à la vapeur parce que c'est très simple, léger et puis facile pour nettoyer.
est très très sain pour tofu à la vapeur. C'est aussi très bon. Mais ce tofu omniprésent dans la nourriture asiatique, quelle est son origine? Nous sommes allés chercher la réponse à Paris, auprès d'un sinologue, auteur de plusieurs livres sur la culture alimentaire chinoise, qui nous a donné rendez-vous à la Maison de Chine. La légende chinoise raconte que le tofu a été inventé par le prince Liu Han au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous la dynastie des Han. C'était un prince taoïste et à l'époque, comme tous les taoïstes, il recherchait la recette de l'immortalité. Effectivement, c'est lors de ces manipulations alchimiques qu'il est tombé par hasard donc sur la création de ce tofu, en travaillant à la fois le lait de soja et le sulfate de calcium. Si les historiens n'ont trouvé la mention de tofu dans des textes anciens qu'à partir du Xe siècle, une découverte archéologique récente tend à prouver que les Chinois préparaient du tofu depuis bien plus longtemps. Au moment de la fouille d'une tombe des Han postérieurs, toujours au IIe siècle avant Jésus-Christ, les archéologues sont tombés sur des peintures rupestres qui représentent des scènes de cuisine et de banquet. Et il y a une scène de fabrication de fromage de soja en 5 étapes. Mais quelles que soient les hypothèses, les légendes, le tofu est vraiment une invention chinoise. Voilà comment s'écrit en chinois tofu. 2 caractères qui se prononcent do-fu. To, ce caractère, effectivement, la représentation graphique représente bien la graine dans sa cosse. Non. Alors que le caractère fu est constitué de 3 sous-caractères. Le premier caractère, c'est quang. Quang, ça veut dire immense. Le deuxième caractère, c'est fu. En chinois, c'est ce qu'on appelle la résidence. Et le troisième caractère, c'est le raw, c'est-à-dire la viande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une immense résidence remplie de viande. C'est-à-dire que le tofu, c'est vraiment la viande chinoise. Les Chinois l'appellent la viande sans os et les bouddhistes l'appellent la viande de Bouddha. D'abord consommé par les élites, le tofu est effectivement vite devenu un aliment de base des Chinois puis des Japonais. Et ça commence dès le matin au petit déjeuner. Notre spécialiste nous a emmenés dans un magasin du 11e arrondissement où se pressent les Asiatiques pour déguster du tofu roi, ce qui veut dire fleur de soja. C'est du tofu tout frais qu'on peut avoir sucré avec du sirop ou salé avec de la sauce de soja. C'est une texture très moelleuse parce que le taux d'humidité est très important. Ça fond en bouche, c'est comme du velours, c'est comme une caresse. Et accompagné d'un petit beignet qu'on appelle youtiao. Avec ça, on boit du lait de soja chaud. C'est un petit déjeuner chinois typique. Pour les autres repas de la journée, les Chinois trouvent sur les rayons des supermarchés du tofu nature plus ou moins ferme, mais aussi des cubes de tofu frits et du tofu aux 5 parfums sous forme de saucisses, de carrés séchés ou encore de nouilles. À chaque sorte et texture correspond une utilisation. Soupe, sauté, frit, vapeur. Si les Chinois apprécient tant le tofu, c'est parce qu'ils ont une approche des saveurs un peu différente de la conception occidentale. Dans la cuisine chinoise, dans la théorie des 5 éléments, on distingue 5 saveurs, le sucré, le salé, l'acide, l'amer et le pimenté. Et il y a une 6e saveur dont on ne parle jamais, qui est la fadeur. Lorsqu'on déguste pour la première fois un fromage de soja, effectivement, on le découvre sans goût, sans saveur, mais il y a une texture. Si pour les Européens, c'est une non-qualité, pour les Chinois, c'est une saveur suprême. Parce que la fadeur est au cœur de l'approche gastronomique chinoise. Pour les Chinois aussi, cette fadeur de ce fromage de soja, c'est comme une feuille de soie où le cuisinier peut transcender le goût avec sa créativité culinaire. Et cette conception de la fadeur n'est pas propre à la cuisine. C'est vraiment un trait culturel chinois. Par exemple, lorsque vous observez une peinture de paysage, de montagne et d'eau, vous avez des espaces blanches. Eh bien, par rapport à l'échelle des saveurs chinoises, ça correspond à la fadeur, parce que ces espaces blanches, qu'on appelle en chinois les opai, ça permet d'apprécier les autres éléments. Couleur, forme,
arôme et goût. Les plats dans la cuisine chinoise doivent répondre à ces 4 règles. Mais en plus, ils véhiculent des messages. Car les Chinois mangent aussi des symboles. C'est ce que nous a expliqué notre spécialiste dans un grand restaurant chinois de Paris à l'aide de quelques plats classiques comprenant du tofu. On commence avec du tofu frit assaisonné de sel et de poivre. Ce qu'on voit d'abord par rapport au plat, c'est la couleur jaune. La couleur jaune, certes, c'est la couleur réservée à l'empereur, mais ça évoque aussi l'idée de richesse, les lingots d'or. Et la présence de la fleur veut dire « bienvenue chez moi » ou « bienvenue à ma table ». Quand on consomme ce tofu croustillant et fondant à cœur, c'est la richesse qui rentre aussi dans son corps. Encore plus complexe, ce fromage de soja au hara en référence aux moines bouddhistes. Ce plat est très intéressant parce que c'est vraiment le plat bouddhique par excellence, de par les ingrédients qu'il compose. Quand on regarde les ingrédients, donc, on a déjà le tofu. Là, on a toujours l'idée donc, de richesse par rapport à la couleur jaune. Et les champignons, chez les taoïstes ou chez les bouddhistes, ça évoque l'idée d'immortalité. Et nous avons de la couleur verte. Le vert est symbole d'éternel printemps. Il y a un souhait de jeunesse éternelle. La transparence des vermicelles évoque l'idée d'un cœur pur et leur longueur est un souhait de longévité. Il y a encore du bambou pour la rectitude et l'honnêteté et le rouge-orange des carottes pour le bonheur. La consommation de ce plat véhicule à la fois un souhait de longévité, d'immortalité, de richesse et de bonheur. C'est tout un programme, on va goûter maintenant. J'ai envie, parce que le fait d'en parler me fait beaucoup saliver. Immortalité, richesse et bonheur, que demander de plus? Chaque plat ayant sa symbolique. Nous avons mis pour les curieux en bonus sur notre site internet les explications pour 2 autres plats traditionnels au tofu. Manger, c'est bien plus que se nourrir. Avec du tofu, c'est encore une autre dimension. Bonsoir Luc. Bonsoir Manuel. Alors tout ça c'est bien joli, mais le tofu c'est d'abord du soja et vous n'êtes pas sans savoir que le soja cultivé dans le monde est souvent du soja OGM. D'où cette simple question. Le tofu que nous consommons en Suisse contient-il du soja OGM non déclaré ou pas? Alors pour le savoir, rien de mieux qu'une analyse. Nous avons fait tester 8 tofu vendus dans le commerce. Oui, et on a trouvé des traces de soja OGM Roundup Ready qui est autorisé dans 3 tofu sur les 8 analysés. Mais ce sont de très faibles traces, bien en dessous de 0,9%, le seuil de déclaration obligatoire en Suisse. Il s'agit du tofu Blue Dragon acheté chez Manor, du tofu Morinaga vendu chez Coop et du tofu soft moelleux que nous avons trouvé dans des magasins asiatiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 produits proviennent des États-Unis, un pays où la culture d'OGM est très présente et où la séparation totale et étanche des filières ne doit pas être simple. Par contre, il n'y a pas d'OGM du tout dans ces 5 autres produits, dont 4 bio. Le tofu Betty Bossy Bio Sidon de la Coop, le tofu frais Nature Bio Suisse Soja de chez Manor, le tofu Nature Bio de la Migros, le tofu Soja Line Bio également de la Migros et pour finir le tofu Satono Yuki acheté dans des magasins asiatiques. Merci Luc. Je vous en prie. Pas facile donc de trouver du soja qui ne soit pas génétiquement modifié. On en parlera tout à l'heure avec mon invité. Une solution, c'est de développer la culture ici et dans la région du Danube avec des graines issues d'un gros travail de sélection. Tourmaline, Aveline, Amandine. Voilà quelques-uns des petits noms donnés par les chercheurs de Changin aux variétés de soja qu'ils ont mises au point. C'est depuis 1981 qu'on travaille ici sur ce cousin des pois et des haricots. Un travail de sélection digne des bénédictins, avec par exemple ici le tri en vue d'une bonne semence pour les essais. On élimine les graines cassées, les petits bouts de terre, les cailloux ou les graines trop petites. Ensuite, les belles graines sont réparties dans des petits cornets très précisément répertoriés. Chaque petit cornet est une variété différente qui est semée en 3 répétitions dans 3 lieux différents en Suisse romande.
c'est un travail de sélection. C'était tout au début un travail d'acclimatation, on peut dire, essayer de repérer les plantes qui s'adaptent à notre climat. Et très vite, pour améliorer les autres caractères, on a pris les meilleures variétés disponibles, qu'on a croisées entre elles, pour obtenir d'année en année un nouveau progrès, de nouvelles caractéristiques, et au fond de rendre la culture parfaitement adaptée à nos régions climatiques. Résultat, des variétés précoces qui supportent des petits coups de froid pendant la floraison. Elles ont été obtenues avec une méthode de sélection traditionnelle. Admettons qu'on a une plante très précoce et une qui est de très bonne qualité. On va les croiser ensemble et dans la descendance, on va espérer obtenir des variétés qui cumulent les caractéristiques positives des deux parents. Ça, c'est le travail classique de sélection que la nature pourrait faire. Une étape essentielle du processus, c'est ce qu'on pourrait appeler l'insémination artificielle. Ça se fait quand le soja est en pleine fleur. Et la fleur du soja est une fleur très petite. Donc on travaille quasiment tout à la Bruxelles et à la loupe. On a actuellement un taux de réussite qui tourne autour des 25% de fleurs qui donneront 1 à 2 graines. Et si tout va bien, 3 graines. Vous vous prenez pour des abeilles? En quelque sorte. On ne pique pas. Les nouvelles variétés ainsi obtenues par croisement n'ont rien à voir avec des plantes génétiquement modifiées. Les OGM, c'est autre chose. C'est là où on va prélever des caractéristiques dans d'autres espèces ou même dans la même espèce et que l'on va, au fond, pour utiliser le terme greffer, qui n'est pas tout à fait exact, mais on va uniquement transférer l'information génétique dans la plante. Un des critères de sélection sur lequel Changin a beaucoup travaillé, c'est le goût du soja. C'est un joli quand même. Qu'est-ce que tu penses de... Oui, c'est neutre. Hein. C'est neutre, donc c'est proche d'Aveline ou d'Amandine. Et le goût dépend de la présence ou non d'une enzyme dans les protéines. C'est ce qu'on cherche à déterminer dans ce laboratoire afin de ne garder que les graines qui ont bon goût. On prélève un petit morceau de chaque graine sur lequel on va verser plusieurs réactifs. On détermine en fait l'activité d'un enzyme. Est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est absent? Et quand il est absent, la graine a bon goût, alors que quand il est présent, celle-là est jetée, elle n'est pas bonne. Cette méthode a un avantage. Comme on ne coupe qu'un infime morceau pour l'analyse, le reste de la graine peut être planté. Pendant la durée du programme, on a dû sortir une trentaine de variétés, tous les ans ou tous les 2 ans, etc. Avec chaque fois un petit progrès sur le rendement, sur la tolérance au froid, sur les qualités gustatives, etc. On a donc contribué au développement de cette culture en Europe. Une culture encore peu répandue sur notre continent pour des raisons historiques. C'est une sorte de partage du monde qui s'est fait au cours des années, depuis le début de la politique agricole européenne, où au fond, l'Europe cultive des céréales, les États-Unis cultivent du soja, et ont le droit de l'importer chez nous sans taxe douanière, ce qui fait qu'effectivement, l'Europe est très largement déficitaire. Développer la culture du soja en Suisse et plus largement en Europe permettra donc de réduire notre dépendance des importations du continent américain. Cela contribuera aussi à garantir une filière d'approvisionnement en soja non OGM. Et oui, parce qu'on estime qu'actuellement, 80% du soja produit dans le monde est génétiquement modifié. Werner Quert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la production végétale chez Fenaco, qui est une grande coopérative qui fait beaucoup de choses, on va en parler. Parlons d'abord de cette culture du soja en Suisse. Elle est microscopique, il n'y a pas beaucoup d'hectares. Hein. Tout à fait. Actuellement, 1300 hectares sont cultivés et l'évolution est très stable. C'est-à-dire qu'il manque de motivation du côté des paysans, qui c'est pas très rentable, on l'a dit, ça va s'améliorer. Manque de motivation aussi du côté politique, vous me disiez. Hein. Du côté politique, mais aussi industriel, parce qu'il faut avoir des débouchés. Et apparemment, ça coince un peu au niveau
des huileries et des acheteurs aussi. Il n'y a pas que le tofu finalement. Mais alors de l'autre côté, il y a tout le soja que l'on importe et là, c'est des milliers de tonnes. Combien exactement par année? Alors il y a environ 270 000 tonnes de tourteaux de soja qui sont importés, plus environ 30 000 tonnes de graines qui sont utilisées à toutes fins. D'accord, le plus gros étant quand même destiné, il faut le dire, non pas à l'alimentation humaine, mais à l'alimentation animale, bétail, porc et poules. Et nous sommes quasiment dépendants du Brésil pour trouver du soja sans OGM. C'est un peu dangereux, ça. Tout à fait. Donc, la plus grosse partie vient d'un État du Brésil qui s'est déclaré non OGM et qui a mis en place toute une filière de traçabilité assurée depuis chez eux jusque dans nos silos. Mais les Chinois sont de plus en plus demandeurs de soja non OGM brésilien, donc on en aura moins, il faut se tourner vers d'autres choses, c'est ça, hein? Alors les Chinois, en fait, ils ne sont pas intéressés OGM, non OGM, ils sont intéressés au soja. Tout court. Et donc, ils absorbent une très forte quantité, ce qui fait que forcément, il y a aussi moins d'OGM, de sans OGM à disposition et surtout, il y a une pression à la hausse sur les prix. Donc il faut se tourner ailleurs. Et là, la FENACO fait partie d'une alliance qui veut développer la culture de soja non OGM autour du Danube, et en particulier en Roumanie. Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'imaginer de multiplier par 10 dans un laps de temps assez court, 6 ans, j'avais dit et entendu dire, une culture de soja dans un pays où il y a très peu de grands propriétaires, beaucoup de petits paysans? Tout à fait, c'est le grand défi de ce projet. Tout reste à faire. Mais l'intention est là. Il y a beaucoup de parties prenantes qui sont partantes. Oui, mais on va faire quoi? De l'agro-industriel à grande échelle, comme en Argentine, où ça a complètement modifié la structure sociale, finalement? Alors, en principe, pas forcément. Il y a des régions qui sont tout à fait adaptées à ce genre d'agriculture. Et tout ça va se faire de manière accompagnée pour éviter un démembrement de... Vous en êtes si sûr? Parce que il y a des ONG qui actuellement tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on va reproduire un modèle qui a été désastreux en Argentine, par exemple. Tout à fait. Mais il y a quand même la déclaration de Bâle, par exemple, et d'autres qui avaient été préparées par le WWF et COP dans les années 94 et où FENACO était partie prenante, qui définit très clairement ce que ça veut dire de produire un soja durable. Et donc là-dedans aussi les aspects sociaux sont reconnus. Donc il y a une sorte de charte, si je vous comprends bien. Il y a une charte, exactement. Qui devrait finalement garantir que, un, il n'y ait pas d'OGM et deux, qu'on n'abîme pas finalement une structure sociale et paysanne en Roumanie en particulier. Et puis il y a une autre filière, on s'arrêtera là, je la cite rapidement, c'est la filière hindoue ou indienne, qui est aussi absolument étudiée actuellement. Tout à fait, parce que l'Inde est un pays qui s'est déclaré zone non OGM et qui fait de l'exportation. Et là-dessus, on aimerait pouvoir absorber une petite partie pour l'Europe et la Suisse plus particulièrement. Alors un soja non OGM qui voyagera. Merci beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée à vous. Merci. Très bonne soirée, merci. Comme chaque mardi ou presque, notre émission vous donne la parole. Il nous arrive de résoudre vos litiges et vos expériences sont très utiles à d'autres. Ce soir, une téléspectatrice nous a signalé un démarchage assez particulier. Je l'ai rencontrée tout récemment. Nathalie Métralet, conseillère municipale à Versoix, a fondé sa petite entreprise animauxvoyageurs.com il y a 2 ans avec la bénédiction des services vétérinaires. Elle pratique un métier assez original. Le métier consiste à transporter des animaux de compagnie, par exemple les chiens, les chats, ça représente environ 90% de ma clientèle, et y compris les NAC, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, des serpents, des poissons, des reptiles. Il y a aussi l'aspect international, où là on s'occupe plus particulièrement de transporter des animaux à l'étranger, au départ de Genève, ou de l'étranger en arrivant sur Genève. Il faut être patient, il faut aimer les animaux, il faut aimer les gens. Le dernier voyage que l'on est en train d'organiser actuellement, ce sont des clients qui quittent Genève définitivement puisque le mari a été muté pour son travail à l'étranger, en l'occurrence en Norvège. Et notre société s'occupe d'organiser le transport de 3 chats de race de Genève à Stavanger en Norvège. Vaccins, démarches administratives, faire déménager des chats à l'étranger, c'est une mission plus compliquée qu'il n'y paraît.
En février dernier, Nathalie Métralet reçoit un courriel assez bref. Alors on a reçu un message publicitaire donc, par le biais de notre mail de contact animauxvoyageurs.com nous proposant de passer de la publicité dans un guide du feu donc, qui mettait en avant les sapeurs-pompiers. Elle n'est pas intéressée, mais le démarcheur la relance. Alors Nathalie Métralet lui demande des annexes et voici ce qu'elle reçoit. Une magnifique première page où c'était marqué guide du feu avec un casque des sapeurs-pompiers. Et puis 3 autres pages d'annexes où là, effectivement, il y avait d'autres publications apparemment prévues dans son guide du feu. 3 autres pages, effectivement, avec des publicités léchées. Grand Hôtel, TCS, Institut financier, des annonceurs de poids. Alors on nous a fait miroiter 69 000 exemplaires en papier glacé, diffusés en français et en allemand. Ce guide du feu, lui promettons, sera diffusé sur Genève et environ. Le problème, c'est que ni l'hôtel Kempinski, ni le TCS n'ont donné leur accord. Le TCS n'a pas donné de mandat pour apparaître dans cette publicité. D'ailleurs, c'est un faux. Les gens qui ont un œil averti reconnaîtront que ce n'est pas une publicité du TCS. Le faussaire a utilisé un montage photographique. Il viole directement les droits de la marque TCS. Ce qui m'a paru bizarre, c'est l'insistance de cette personne, puisque à 3 reprises, suite à des refus, elle a insisté pour avoir quand même une publicité. Et donc en creusant un petit peu, j'ai contacté des amis pompiers pour déjà leur demander s'ils avaient connaissance de ce fameux guide du feu. Un guide du feu qui affirme apporter sa contribution à la célébration de nos pompiers. Nous avons donc vérifié l'agenda des pompiers de la ville de Genève avec leur capitaine. Alors, Monsieur Schumacher, est-ce qu'il y a bien des célébrations de pompiers qui vont se produire? Alors absolument pas, en tout cas pas sur le canton de Genève. Nous n'avons pas de célébration, que ce soit en ville ou ailleurs, de prévu pour cette année en tout cas. Aucune? Aucune. Peut-être dans d'autres cercles de pompiers alors? Invité à nous rejoindre à la caserne principale, le président de la Fédération genevoise des corps de sapeurs-pompiers, lui aussi, est formel. Sur Genève, il n'y a aucune grande manifestation annoncée, il n'y a aucune festivité d'envergure ni d'ampleur qui est annoncée, que ce soit dans les compagnies professionnelles ou de volontaires, il n'y a pas d'annonce. Ce guide du feu exploite visiblement l'image des pompiers, une corporation qui jouit d'une grande sympathie dans le public, et cela pour appâter des annonceurs. Alors je suis extrêmement furieux par rapport à ce genre de démarche, qu'on puisse usurper l'identité des sapeurs-pompiers à des fins financières. Et ce n'est pas la première fois. Un démarchage similaire s'était déjà produit en Valais en 2012. Le Nouvelliste l'avait dénoncé. Un faux pompier utilise le drame de Sierre pour collecter de l'argent. Des pages qui reprennent des publicités du TCS et du Grand Hôtel Kempinski à Genève. Les 2 entreprises n'ont jamais rien signé. Cet individu prétendait récolter de l'argent en faveur des pompiers qui étaient intervenus lors de l'accident de car de Sierre, ce qui nous a profondément choqués parce que cette association montre bien que cet individu n'a ni foi ni loi et qu'il cherchait uniquement un profit personnel. Un démarchage du même type est également signalé en février 2013 à Nyon, dénoncé cette fois par le journal régional La Côte. Les personnes trompées ont déboursé entre 500 et 600 francs. C'est récurrent que ces démarchages ont lieu. Ça m'inspire beaucoup de colère et surtout beaucoup de tristesse pour les gens qui se font avoir. La ville de Genève avait déjà porté plainte en vain. Le guide du feu continue de circuler. L'argumentaire n'est pas toujours le même. Les tarifs varient parfois et le numéro de téléphone du démarcheur change lui aussi. Le TCS essaye de réagir contre cette personne qui n'a pas de lien contractuel avec nous, mais il est très difficile de le localiser. Nous avons uniquement des numéros de téléphone qui ne répondent plus et une adresse email générique à laquelle il est très difficile de joindre la personne. La seule chose que la police m'a conseillé de faire aujourd'hui, c'est de faire une dénonciation pour que ce soit inscrit dans une main courante et que s'il y avait un cas avéré d'escroquerie, eh bien on pourrait retrouver cette trace. Quant à la société de gestion financière dont la publicité figure dans ce guide du feu sans son consentement, très fâchée, elle a transmis le dossier à son avocat. Impossible de savoir à ce stade combien d'annonceurs potentiels démarchés par le guide du feu sont tombés dans le panneau.
Madame Métralet, elle, méfiante, n'a rien versé. Alors, qui est ce fameux démarcheur? Eh bien, nous avons tenté de le joindre par téléphone, par mail, en vain. Ce qui est encore plus troublant dans cette affaire, c'est que les tournures de phrases du premier mail qu'a reçu Madame Métralet sont quasiment les mêmes que dans un autre courriel de démarchage qu'elle avait reçu auparavant pour un magazine concernant des festivités sportives de la police cette fois. Alors un conseil pour terminer, si vous êtes contacté par quiconque pour une publication qui parle de près ou de loin de pompiers, de policiers, eh bien demandez à voir la personne en chair et en os et au minimum une pièce de légitimation. Il n'y a pas si longtemps, la margarine était la star des produits diététiques. Facile à tartiner, légère, riche en précieux acides gras insaturés, en oméga 3 et 6, bref, bien plus saine que le beurre. On peut dire que le vent a tourné lentement mais sûrement, et en particulier chez certains boulangers. Il y a 30 ans, on faisait quasiment que des croissants à la margarine. Il y a 25 ans, on a commencé à en faire au beurre, et il y a 10 ans, on a carrément arrêté tous ceux à la margarine. On ne fait plus qu'au beurre parce qu'il n'y a plus de demande pour les autres. Et vous verrez mardi prochain que la déconfiture de la margarine est tout à fait motivée par des arguments médicaux. Pourquoi, nom d'un chien, faut-il manger allégé? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut manger allégé alors qu'il n'y a pas une seule raison prouvée comme quoi ça me sert à quelque chose? Sauf à faire vendre des trucs totalement inutiles où il y a des additifs, tout un tas de cochonneries. Parce que je rappelle une dernière chose aussi, c'est que quand vous enlevez le gras, vous enlevez un des vecteurs principaux du goût. Mais l'industrie agroalimentaire a déjà trouvé la parade. La margarine a-t-elle dit son dernier mot? Suspense jusqu'à mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.